C'est l'anniversaire de sa mort. Il nous a laissé en héritage sa vision révolutionnaire. La Terre n'est pas au centre du monde, la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. La vision de Nicolas Copernic et les calculs de Johannes Kepler permettent aujourd'hui d'aller sur la Lune et bientôt sur Mars. Pour vous, la visite de Mars, c'est la semaine prochaine. Bon voyage, tous sur orbite. L'arrière d'un camion est traîné sur plus de 3 km. Son corps a été retrouvé décapité et dépecé. C'était en juin dernier à Jasper, dans l'État du Texas. Ce meurtre a été perpétré par 3 hommes blancs appartenant au mouvement pour la suprématie de la race blanche. Ce vaste mouvement regroupe nombre d'organisations comme le Ku Klux Klan, Fraternité Aryenne, Alliance Nationale, Nations Aryennes et bien d'autres. On recense actuellement aux États-Unis plus de 450 mouvements qui se déclarent ouvertement suprémacistes et racistes. L'amour de la nation, l'amour de la race, de leur race, l'amour de Dieu sont leurs slogans. Ils veulent un État chrétien avec une seule race, un État qui serait le vrai royaume de Dieu. La guerre raciale qu'ils mènent contre les Noirs et contre les Juifs est pour les suprémacistes blancs une guerre sainte. Ils ont leur propre église, identité chrétienne, se disent soldats de Dieu et légitiment leurs actes de violence par leur doctrine qui se veut religieuse. L'Église officielle américaine semble ignorer l'étendue de la menace. Pourtant, ce mouvement a pignon sur rue, puisqu'il possède déjà quelques milliers de lieux de culte à travers les États-Unis. Si derrière le masque de la chrétienté se cache une véritable organisation terroriste, on peut s'interroger et se demander comment les autorités judiciaires américaines n'ont pas encore réussi à démanteler ces réseaux toujours plus puissants. L'enquête menée par la BBC que nous vous présentons ce soir s'intitule « Une Amérique qui fait peur ». Des événements récents nous prouvent que ces mouvements que l'on croyait appartenir au passé restent toujours d'actualité. Nous sommes à Jasper, dans l'État du Texas. Par une nuit torride de juin 1998, James Byrd, un homme noir, rentre chez lui. Sur son chemin, il est pris en autostop par 3 hommes blancs. Le lendemain matin, on retrouve son corps dépecé et décapité. Le meurtre fait ressurgir les heures les plus sombres de l'histoire raciale américaine. Mais il ne renvoie pas seulement à un passé que l'on croyait révolu. Il sonne aussi comme un avertissement pour l'avenir. Il pousse surtout à s'intéresser à une frange obscure de la société américaine, le mouvement pour la suprématie de la race blanche. Pour les suprémacistes blancs, le péché originel des États-Unis est d'avoir fait venir des Noirs sur le continent américain. L'État séparatiste blanc sera instauré. Notre mission est d'éclairer notre race. Je veux que les nazis craignent la communauté juive. Ce qui a eu lieu il y a 60 ans en Europe peut se reproduire aujourd'hui aux États-Unis. Je pense que les suprémacistes blancs rêvent d'une nouvelle guerre civile. Where local news comes first. The 6 o'clock difference starts now.
A 49-year-old father is murdered in a shocking crime. Police say he was tied to a truck and dragged until he died in a hate crime killing. Cela aurait pu tomber sur n'importe quel homme noir marchant dans la rue. Ils ne le connaissaient pas. Ils l'ont choisi uniquement parce qu'il était noir. Bird's body was found on this remote road Sunday morning, just outside of Jasper. Today, FBI and sheriff's deputies continue to comb it, looking for clues. Some of the residents in this neighborhood tell us. Je sais que la police a tracé des cercles partout sur la route où il y avait des restes du corps. Rien que cela, c'est un cauchemar. Plus tard, j'ai appris que les meurtriers avaient peint en noir le visage de mon frère. C'était la pire insulte. Cela revenait à dire, au cas où vous n'auriez pas compris, nous avons peint son visage en noir pour que vous sachiez bien que nous l'avons tué parce que c'est un noir. James Byrd était handicapé. Il avait 3 enfants. Aux premières heures de ce dimanche matin, il rentre chez lui à pied. Son voyage vers la mort commence boulevard Luther King. Ses meurtriers le prennent en autostop. Ils l'emmènent dans un bois de la périphérie où ils le frappent sauvagement. Ils l'enchaînent ensuite par les chevilles à l'arrière de leur camion et commencent à le traîner sur la route. Malgré la décapitation et le démembrement partiel du corps, il continue de rouler. La police trouve des traces de sang et des lambeaux de chair sur plus de 3 kilomètres. Je n'ai pas pu dire adieu à mon père parce que son corps était complètement démembré. Il ne restait que des morceaux de chair et des os. Il avait aussi été décapité. Le médecin légiste a pensé qu'il ne valait mieux pas qu'on le voie dans cet état. Vous savez, on n'a pas envie de retenir cette image-là de son père. Les meurtriers de James Byrd ont abandonné les restes de leurs victimes entre une église et un cimetière, au bord d'une route traversant le quartier noir. Ce crime renoue avec des actes pratiqués dans les années 20 et 30 aux États-Unis. À l'époque, des groupes de Blancs enlevaient un Noir et l'assassinaient de manière particulièrement affreuse, en le brûlant, en le lynchant ou en le torturant à mort. Ensuite, ils traînaient le corps dans les quartiers noirs en guise d'avertissement. Cela voulait dire, voilà ce qui vous attend si vous ne respectez pas la séparation entre les races. On peut faire le rapprochement avec les sacrifices humains rituels accomplis chez certaines tribus cannibales en l'honneur des dieux. En l'occurrence, il s'agissait de sacrifier un homme noir pour donner une leçon à l'ensemble de la communauté noire. Le meurtre de James Byrd a été immédiatement récupéré par les extrémistes de tous bords. Chez les Noirs, les New Black Panthers venaient justement de se reformer sous une forme paramilitaire. Leur objectif, prendre part à la guerre raciale des années 90. Nous sommes à l'aube du XXIe siècle et on nous traîne encore derrière des camions. En lisant le journal, nous n'avons pas été surpris. Nous nous sommes dit, une fois de plus, ils ont tué l'un des nôtres. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que certains Noirs aient cru à la propagande du rêve américain. Ils ont cru qu'il suffisait d'avoir quelques dollars en poche pour que tout soit réglé. Ceux qui roulent en BMW et en Mercedes. Ce sont les seuls à s'étonner que ce genre de crime existe encore dans l'Amérique de 1998. Mais nous qui vivons dans les ghettos sordides, nous ne sommes jamais surpris. Chez les Blancs, l'organisation, historiquement, est liée au mouvement raciste aux États-Unis. Après le meurtre de James Byrd, le Ku Klux Klan a défilé librement dans les rues de Jasper.
Le Ku Klux Klan, qui existe depuis plus de 100 ans, a été la première organisation terroriste américaine. Elle a été impliquée dans des meurtres collectifs, des actes d'intimidation, des assassinats, des violences sexuelles. Et de nos jours, les individus qui prônent la suprématie de la race blanche sont très souvent cités dans des affaires similaires. Ils sont donc extrêmement dangereux. Tall, sun-crowned men who will not flinch at duty and who will not lie. God give us men. Ceci est l'image traditionnelle du Ku Klux Klan, tel qu'il a été fondé en 1865. Ses idées n'ont pas changé, mais elles s'expriment aujourd'hui au grand jour. En réalité, le meurtre de Jasper a contraint l'opinion publique à regarder cette sombre réalité en face. Charles Lee est le grand dragon ou grand magicien impérial. C'est le chef des chevaliers du Camélia blanc, la principale branche du Ku Klux Klan. En fait, c'est probablement lui qui dirige la secte au niveau national. Je le classerai parmi les individus extrêmement dangereux. La philosophie de notre mouvement est simple. L'amour d'une race. D'un côté, je peux dire que je n'ai rien contre les autres races. D'un autre côté, je peux dire que je les déteste. En fait, je crois que la haine peut être positive et négative à la fois. Et c'est pareil avec la violence. Pour moi, la haine est positive lorsqu'elle est dirigée contre quelqu'un qui a nui volontairement à ma race. La haine négative, c'est celle qui pousse à attaquer quelqu'un qui ne vous a rien fait. Le Ku Klux Klan croit à la haine positive et au racisme positif. Nous pensons que nous devons absolument nous séparer des autres races pour stopper l'abâtardissement de la race blanche. Le Ku Klux Klan et les New Black Panthers ont tous deux exploité l'assassinat de James Byrd pour faire monter la tension à Jasper. Nous n'allions pas laisser le Ku Klux Klan parader dans les quartiers noirs. Après ce crime de haine, nous ne pouvions pas accepter que ces gens se pavanent en toute impunité dans les rues de la ville. Nous avons donc pris nos armes et nous sommes allés les affronter. J'étais à cette manifestation. Eh bien, croyez-moi, la majorité des gens qui étaient là n'étaient pas des membres de notre mouvement. C'étaient des Blancs. Ils m'ont dit que s'ils étaient là, c'était parce qu'ils étaient terrorisés par les Noirs et qu'ils en avaient marre d'être terrorisés par les Noirs et par le gouvernement. Les réactions extrémistes étaient sans doute inévitables devant la barbarie du meurtre de James Byrd. 3 suspects, John Bilking, Lawrence Brewer et John Berry, sont arrêtés peu après les faits. Parmi les indices laissés sur les lieux du crime, la police retrouve un briquet portant un symbole du Ku Klux Klan. 2 des 3 hommes sont affiliés au mouvement et arborent des tatouages explicitement racistes. Autre élément à charge, juste avant le meurtre, des témoins affirment avoir entendu John Bilking citer le journal de Turner. Il s'agit du livre le plus diffusé par le mouvement pour la suprématie de la race blanche. Il décrit en détail le déroulement d'une guerre raciale à la fin du XXe siècle. Les Blancs massacrent les Noirs et les Juifs. Selon les témoins, John Bilking aurait déclaré « On va prendre un peu d'avance sur le journal de Turner ». Je pense qu'il existe une guerre larvée depuis que ce pays a été formé. De temps en temps, elle se transforme en conflit ouvert lorsque l'un des 2 camps agresse l'autre. Et cette guerre larvée est une constante dans la société américaine. Aujourd'hui, la menace d'un conflit racial majeur est d'autant plus grande que le Ku Klux Klan a rompu son isolement. Traditionnellement ancré au sud, il s'intègre désormais dans un mouvement plus vaste qui rassemble tous ceux qui croient à la suprématie de la race blanche. Ces organisations sont présentes dans 44 des 50 États américains. Ses membres actifs sont estimés à plus de 150 000. Mais elles compteraient au total près d'1 million de sympathisants. La race blanche ne sait pas où elle va. Elle n'a pas de grands héros. Pourtant, il y en a eu.
Mais on a essayé de nous faire croire que la race blanche était porteuse de destruction, qu'elle avait persécuté et asservi toutes les autres races, qu'elle était responsable de tous les maux. La vérité, c'est que nos systèmes d'éducation et nos technologies ont fait progresser toute la planète. En fait, on nous condamne parce que nous sommes blancs. Je considère que le Ku Klux Klan est le mal incarné. Ses membres sont d'une violence inouïe. Ils n'ont aucun respect pour leurs semblables. Ils jugent uniquement sur la couleur de la peau. Ce sont des ennemis mortels pour moi. Être membre du clan aujourd'hui, ça veut dire être haï et ridiculisé par son propre peuple, par les Blancs. Ils n'ont pas compris que notre mouvement et d'autres organisations comme Nations Aryennes et les skinheads travaillent de leur intérêt, pour notre culture, notre histoire, notre patrimoine. Nous voulons assurer un avenir à notre peuple. Les 3 accusés du meurtre de James Byrd seront jugés au premier semestre de 1999. S'ils sont déclarés coupables, ils risquent la peine de mort. Aujourd'hui, leurs proches essaient de comprendre ce qui les a poussés à rejoindre les rangs des suprémacistes blancs. Lorsque j'ai appris que Bill faisait partie du Ku Klux Klan, je n'arrivais pas à y croire. Et je n'arrive toujours pas à faire le lien entre le garçon que je connaissais et le meurtrier d'aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que c'est un monstre, un démon. Mais ce n'est pas vrai. C'est un être humain, avec une famille, une petite amie. Il était comme tout le monde. Je veux dire, il n'avait rien d'exceptionnel. Il y a plein de gens comme lui autour de nous. Cela aurait pu être n'importe qui, en fait. En 1993, John Bilking a purgé une peine de prison pour cambriolage. Sa famille affirme que c'est derrière les barreaux qu'il a été recruté par une organisation appelée Fraternité Aryenne. Je sais que sa sœur avait reçu des lettres de lui, qu'elle trouvait très inquiétantes. C'étaient des lettres à caractère raciste. La famille disait qu'il s'était enrôlé dans ce groupe qui recrute en prison les suprémacistes blancs. Cela ne ressemblait vraiment pas au garçon que j'avais connu. Pour moi, la seule explication, c'est que la prison l'a terriblement changé. Certaines organisations racistes recrutent en effet leurs membres dans les prisons américaines. Fondée dans les années 60 sur la côte ouest, Fraternité Aryenne est sans doute la plus dangereuse d'entre elles. Lorsque j'ai rencontré Fraternité Aryenne, ils ont su exploiter mes pulsions racistes, mes pulsions de haine. J'avais de longues années de prison derrière moi et j'avais besoin de focaliser ma rage et ma haine sur quelque chose. Je ne comprenais rien de tout ce qui se passait autour de moi. Il fallait que je trouve un objet sur lequel je pourrais défouler toute cette haine. C'est ce que m'a apporté Fraternité Aryenne. Comme le Ku Klux Klan, Fraternité Aryenne est une société secrète qui repose sur la loi du silence. Patrick Petrick était une recrue de la première heure qui dénonce aujourd'hui le groupe et ses méthodes. Mais briser la loi du silence peut coûter cher. La devise de Fraternité Aryenne est « Tue pour y entrer, meurs pour en sortir ». Pour être admis dans le groupe, il faut donc assassiner un autre détenu ou toute personne désignée par les chefs. Si vous quittez l'organisation, on vous tuera. Si vous la dénoncez, on vous tuera. Pour empêcher toute tentative d'assassinat, les autorités pénitentiaires ont placé Patrick Petrick en isolement cellulaire. À votre avis, pourquoi un détenu entre-t-il dans une organisation violente? Pour la camaraderie. Dans un milieu où règne le chacun pour soi, on a l'impression de retrouver une famille. Je les ai ignorés pendant des années. Pendant des années, je leur ai dit « Je n'ai pas besoin de vous, je me débrouille tout seul ». Mais vous savez comment ils m'ont eu? En m'envoyant des cartes pour mon anniversaire.
Oui, des cartes de vœux. Je ne recevais jamais rien de ma famille ou de qui que ce soit d'ailleurs. Eh bien, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu 45 cartes de vœux. C'étaient des membres de fraternité aryenne qui me les envoyaient de tout le Texas. Voilà comment je suis entré dans leur organisation. Les tatouages racistes sont la seule marque visible d'appartenance à fraternité aryenne. Avez-vous un de ces tatouages? Oui, ici. La croix gammée représente la suprématie blanche et le sabre la violence. Vous en avez d'autres? J'ai un membre du Ku Klux Klan avec un calibre 12, j'ai une croix gammée sur la poitrine avec l'inscription suprématie blanche. J'ai une autre croix gammée ici, et encore une autre sur le cou. Que veut dire ce tatouage? C'est la violence. Un coup de feu, des flammes et un crâne. Ma façon de dire aux prisonniers noirs, je n'ai rien en commun avec vous. J'ai d'autres symboles de ce genre derrière les bras. J'ai toutes sortes de tatouages racistes. Marqués par la lutte pour les droits civiques, les années 60 et 70 ont été une période trouble dans l'histoire des États-Unis. Une période de changement aussi. Black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. L'espoir était grand dans la communauté noire, mais les suprémacistes blancs étaient en train d'organiser leur réaction. Tandis que Martin Luther King parlait de justice et de paix, George Lincoln Rockwell fondait le parti nazi américain. Rockwell était l'antisémite le plus virulent depuis Hitler. Il a créé le parti politique le plus infâme de toute l'histoire politique américaine. On ne peut comprendre l'extrême droite actuelle si on ne connaît pas le personnage de Rockwell. Il déclarait que les Juifs détruisaient la société, que les Noirs étaient génétiquement inférieurs et que les homosexuels étaient des dégénérés qui méritaient d'être exterminés. Rockwell a été assassiné en 1967. Mais d'autres têtes pensantes du mouvement pour la suprématie blanche ont repris le flambeau. William Pierce est l'auteur du journal de Turner, un ouvrage considéré par le FBI comme la Bible de la droite xénophobe. Ancien membre du parti nazi aux côtés de Rockwell, il dirige actuellement Alliance nationale. Les autorités estiment que son organisation est la plus dangereuse des États-Unis. William Pierce est interdit de séjour au Royaume-Uni, mais Internet ne connaît pas de frontières. This program is the voice of America's dissidents who are speaking out to America's patriots and to patriots of our Western civilization around the world. Je me considère comme un patriote, mais pas comme un porte-drapeau. Je ne me reconnais pas dans le gouvernement fédéral. Je ne suis pas un patriote au sens géographique du terme. Je suis un patriote de la race blanche et je représente mon peuple où qu'il soit. Quand vous dites « mon peuple », vous faites allusion à l'ensemble des Américains ou aux Américains blancs? Je ne m'intéresse qu'aux personnes qui ont des ancêtres européens. Je ne me sens concerné que par mon peuple, mais je suis très inquiet pour son avenir. Regardez ce qu'il est advenu de notre culture. Elle a disparu. Lorsqu'on allume la radio, aujourd'hui, on n'entend plus que du rock, du rap, du jazz. Rien de tout cela n'appartient à notre patrimoine musical. Cela découle de la disparition de l'homogénéité raciale de notre pays. C'est la conséquence de ce multiculturalisme qui envahit tout. Consequences of this growing multiculturalism. Aux USA, on recense actuellement 474 mouvements qui se déclarent ouvertement racistes. Nombre d'eux utilisent désormais Internet pour diffuser leur propagande sur la suprématie de la race blanche. Le public visé est composé de militants d'extrême droite qui s'opposent au contrôle des armes, à l'avortement, aux homosexuels et au métissage. Au cours des 15 dernières années, le mouvement conservateur américain grossit ses rangs. L'ensemble du mouvement n'est pas raciste, mais il existe une frange ouvertement raciste. Ce qui est dangereux, c'est le mélange entre les opinions conservatrices et les thèses racistes. Or, c'est ce qui domine la scène politique aujourd'hui.
Les conservateurs sont majoritaires au Congrès, à la Chambre des représentants. Ils risquent même de remporter les prochaines présidentielles. La plupart des gouverneurs des États sont conservateurs, et c'est la même chose pour les éditorialistes des plus influents journaux du pays. La pensée conservatrice a envahi toutes les sphères de la société. Et le mélange entre la pensée conservatrice démocratique et la pensée raciste est quelque chose de très puissant qui dynamise la puissance électorale du Parti républicain. Ce parti, qui représente tout de même la première formation politique du pays, est devenu le Parti des Blancs. De fait, malgré l'accroissement des minorités raciales, les États-Unis restent un pays blanc. Au sein du vaste mouvement pour la suprématie de la race blanche, certains groupes paramilitaires se distinguent. C'est le cas de Nation Aryenne. D'aspiration néo-nazie, cette organisation opère sur un terrain de manœuvre de l'Idaho. Son slogan, nation égale race, race égale nation. Son but, établir un pays ethniquement pur, une patrie aryenne. Le mot arien est fréquemment employé par les suprémacistes blancs pour désigner les personnes dont l'ascendance est anglo-saxonne, germanique ou scandinave. Autrement dit, il recouvre le fantasme d'une race génétiquement pure. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, etc. Tous ces pays font partie des nations aryennes. C'est écrit dans tous les livres d'histoire, vous pouvez le vérifier. Tout est conditionné par la race. Rien de bon n'est venu d'Afrique ni d'Asie. Tout ce que l'Afrique nous a apporté, c'est la destruction. Bon nombre des dirigeants de nations aryennes ont combattu les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils regrettent ouvertement d'avoir contribué à sauver des Juifs. Les Juifs ne sont pas une race, ce sont des bâtards. Les bâtards ne constituent pas une race. Ils sont issus d'un métissage de toutes les races, c'est pour cela qu'ils sont pour le métissage. La seule chose qui pourra vaincre les Juifs, c'est la pureté. Dieu est pur et sa race est pure, et elle doit le rester. Pour les membres de nations aryennes, Hitler reste le grand leader historique de la race aryenne. Tout ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas avoir achevé l'extermination des Juifs. Les Juifs sont les ennemis naturels de notre race, ils l'ont toujours été. Ma mission est de dire la vérité à mon peuple. C'est la seule arme dont nous disposons, puisqu'ils possèdent tout désormais, la presse, la télévision, les studios de cinéma, les maisons d'édition, tout. Ce sont les Juifs qui dirigent les gouvernements, qui les contrôlent. Et comment? Par l'argent. Pendant l'été 1998, à l'occasion de son congrès mondial, Nation Aryenne a célébré l'anniversaire d'Adolf Hitler. Malgré les manifestations de protestation, les néo-nazis ont défilé dans les rues de Cœur d'Haleine. La Ligue de défense juive est l'une des associations antifascistes les plus radicales. Ces militants n'hésitent pas à en venir aux mains avec les suprémacistes blancs. Il y a des moments et des lieux où la communauté juive doit sortir de son apathie, où elle doit laisser tomber ses livres et lever le poing pour dire avec force « plus jamais ça ». Que ce soit le pasteur Butler, Nation Aryenne, le Ku Klux Klan et toute la clique des organisations de détraqués antisémites qui existent dans ce pays. L'heure n'est plus au débat et à la réflexion. Il faut agir maintenant ou jamais. Je voudrais attraper ces nazis par le col et les étrangler. Tant pis si je suis dans l'illégalité, si je finis en prison. Au moins, je pourrai garder la tête haute, parce que je saurai que je vais en prison pour une cause juste. Je n'irai pas en prison pour gagner de l'argent, ni pour qu'une riche organisation juive fasse graver mon nom sur une plaque commémorative. J'irai en prison pour une cause juste, pour avoir définitivement empêché ces nazis de nous conduire à la mort. Pendant le dernier congrès mondial de Nation Aryenne, le pasteur Richard Butler a nommé Norman Britton pour lui succéder à la tête du mouvement.
Je pense qu'il est nécessaire de rappeler dans une déclaration ferme et solennelle que notre Constitution a été élaborée par des chrétiens blancs à la Convention de Philadelphie. Nous devons retrouver nos racines. Nous devons renouer avec les grandes valeurs du patriotisme et de l'amour de notre race, l'amour de Dieu et l'amour de la nation. En prêchant sa version du christianisme, Nation Aryenne essaie d'attirer dans son giron d'autres groupes, tels que les Skinheads, Fraternité Aryenne et le Ku Klux Klan. Sa conception particulière de l'identité nationale américaine est que les deux piliers seraient la race aryenne et le christianisme. Car Nation Aryenne n'est pas qu'une organisation politique, c'est également une organisation religieuse sous le nom d'identité chrétienne. L'identité chrétienne fédère sur un plan idéologique la plupart des groupes pour la suprématie de la race blanche. En pleine expansion, elle recrute tous les jours de nouveaux adeptes. Les accusés du meurtre de James Byrd sont soupçonnés d'avoir entretenu des liens avec elle. Pour le mouvement historiquement chrétien qu'est le Ku Klux Klan, la Bible a toujours servi à légitimer la haine raciale. Le ciment qui unit nos organisations est la chrétienté. Pendant longtemps, la chrétienté a dominé dans ce pays. Les pères fondateurs des États-Unis prêchaient la religion chrétienne. Ils ne croyaient pas à l'assimilation. La plupart des textes juridiques qu'ils ont rédigés excluaient les Noirs. En fait, presque tous les pères fondateurs étaient des propriétaires d'esclaves. Par ailleurs, c'étaient de vrais chrétiens. Aujourd'hui, nous parlons d'identité chrétienne parce que nous avons perdu cette identité. Ce sont ces gens qui se font appeler juifs qui nous l'ont volée. L'identité chrétienne s'inspire d'une doctrine théologique connue sous le nom d'israélisme britannique. Cette doctrine affirme la supériorité de la race aryenne sur toutes les autres races. Or, c'est précisément sur cette croyance que s'appuient les plus violentes organisations d'extrême droite américaines. Une église a été érigée sur le terrain de manœuvre de Nation Aryenne. Chaque dimanche, elle rassemble tous les militants pour une messe où les chants liturgiques se mêlent au salut hitlérien. Les adeptes sont persuadés qu'ils sont les véritables descendants d'Adam et qu'ils représentent le peuple élu par Dieu. Pour eux, les personnes de couleur n'ont pas d'âme. Les juifs sont des êtres diaboliques, les homosexuels des monstres et l'avortement un péché mortel. Ils dénoncent à l'envi le métissage qui, selon eux, a bâtardi la race aryenne. Citant le livre de la Révélation, ils prédisent une terrible guerre sainte. Dans leur esprit, aucun doute, il ne peut s'agir que d'une guerre raciale. Dans le Nouveau Testament, le Christ condamne les Juifs et les pharisiens. Il dit qu'ils obéissent au diable. Dieu a fait un pacte avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob a pris le nom d'Israël. Si vous lisez la Bible, vous verrez que tout ce que Dieu a promis à Israël, rien de tout cela n'est destiné à ces gens qui se font appeler juifs. Tout cela est destiné à la race aryenne. Tout ce que nous disons, c'est que pour suivre les préceptes du Christ et pour que notre race survive dans un monde dominé par les non-aryens, nous devons bâtir un État blanc. Mais nous ne voulons pas d'un petit État autonome au sud des États-Unis. Non. Nous voulons tous les États-Unis. Je voudrais que le gouvernement de ce pays appartienne définitivement aux Blancs. Qu'il expulse petit à petit toutes les personnes de couleur du territoire américain. Il faut instaurer un État chrétien avec une seule race. Un État qui sera le vrai royaume de Dieu. Il y a une vieille tradition dans l'histoire de ce pays, et même dans toute l'histoire de la chrétienté,
qui consiste à brandir la Bible pour justifier toutes sortes de péchés, y compris la suprématie blanche. On l'a vu pendant l'esclavage, ici et en Angleterre. On l'a vu plus tard pendant la ségrégation raciale, quand on parlait des enfants de Cham. Et on le voit encore aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui interprètent la Bible, ou d'autres écrits comme cela les arrange. Mais ce mélange est très dangereux, parce qu'il donne une sorte de caution morale à la haine. Les défenseurs des droits civiques ont suivi de près l'évolution des mouvements racistes au cours des 40 dernières années. Aujourd'hui, ils observent avec beaucoup d'inquiétude cette alliance entre racisme et intégrisme religieux. Dans l'esprit des suprémacistes blancs, la guerre raciale doit être une guerre sainte. Pour être légitime, la guerre doit découler directement de l'idéologie religieuse. Sinon, les suprémacistes ne seraient qu'une bande de tueurs psychopathes. Dans leur esprit, ils sont en guerre sainte. C'est pour cela qu'ils ont créé leur propre église, identité chrétienne. On ne sait que très peu de choses sur l'identité chrétienne. Mais à mesure que le discours suprémaciste quitte les terrains d'entraînement militaire pour pénétrer dans les églises, le nombre de ses adeptes ne cesse d'augmenter. Les groupes religieux à caractère raciste repèrent des petites églises dirigées par des protestants fondamentalistes. Ils y infiltrent des militants et commencent petit à petit à parler, non pas tellement de la question raciale, mais de leurs croyances religieuses en tant que suprémacistes. Puis ils invitent certains membres de la congrégation qui se sentent proches de leurs convictions à rejoindre leur organisation. Au bout d'un moment, ils finissent par devenir majoritaires. Ils évincent le pasteur local et font venir le leur. Les derniers paroissiens qui ne partagent pas leurs idées s'en vont et le tour est joué. Ils ont leur propre église. Il existe des milliers d'églises aux États-Unis qui sont affiliées à l'identité chrétienne. On ne connaît pas le chiffre exact parce que c'est un milieu très opaque, mais les estimations tournent autour de 10 000 congrégations dans l'ensemble du pays. Les églises chrétiennes officielles n'ont jamais dénoncé ce phénomène. J'y vois plusieurs raisons. D'abord, elles sous-estiment son ampleur. Ensuite, elles ont peur. Mais la troisième raison est à mon avis la plus dérangeante. Je pense qu'elles adhèrent pour une grande part à ces thèses racistes. Indiscutablement, les congrégations qui gravitent autour d'identité chrétienne cultivent le secret. C'est sans doute pourquoi les églises officielles ne semblent guère conscientes de l'étendue de la menace. Quelle est la position de l'Église officielle à l'égard d'identité chrétienne? Je ne vois pas très bien dans quel contexte ce terme d'identité chrétienne est utilisé. Ce que je peux vous dire, c'est que pour notre part, nous condamnons les thèses racistes et suprémacistes. Pour en revenir précisément à ce terme d'identité chrétienne, je sais qu'il ne fait pas partie de notre vocabulaire. Cette alliance entre haine raciale et fondamentalisme chrétien forme un cocktail explosif. Elle s'est notamment traduite par une montée de la violence terroriste. Le discours d'identité chrétienne imprègne l'univers carcéral. Sa force est d'affirmer que la guerre sainte justifie tous les actes de violence racistes.
Si aujourd'hui je braquais une banque, je serais considéré comme un gangster. Mais si je le faisais au nom de la suprématie blanche, je serais un patriote qui tente de déstabiliser un gouvernement dirigé par la conspiration sioniste. Si au nom de la suprématie blanche vous tuez des gens, vous volez de l'argent, vous n'êtes plus un criminel, vous êtes un héros de la race blanche. Aujourd'hui, aux États-Unis, le mouvement pour la suprématie de la race blanche représente la plus grave menace en matière de terrorisme intérieur. Ses principales cibles sont des banques, des églises de la communauté noire, des discothèques fréquentées par les homosexuels, des cliniques d'avortement et certaines chaînes de télévision. Un service spécifique du FBI est chargé de lutter contre cette nouvelle menace. Il s'agit d'un ensemble d'activités criminelles extrêmement violentes. Ce sont par exemple des attaques de banques, des tentatives de sabotage des équipements publics, des assassinats et des attentats à l'explosif. Des attentats qui sont souvent dirigés contre des bâtiments de l'administration fédérale. C'est vraiment un ensemble de menaces. Pour les suprémacistes blancs, les hostilités ont été ouvertes à Waco en 1993. Dans cette petite ville du Texas, l'armée a pris d'assaut le siège de l'église davidienne, une secte paramilitaire dirigée par le gourou David Koresh. Un incendie s'est déclaré qui a causé la mort de 17 enfants et 64 adultes. Cette répression fut un symbole pour le mouvement suprémaciste. Un culte religieux au discours séparatiste avait été écrasé par un État tyrannique. Peu après la tragédie, les milices antigouvernementales ont vu affluer un nombre considérable de nouvelles recrues. Beaucoup de Blancs ont enfin pris conscience que leur pire ennemi était à Washington et qu'il était capable d'assassiner ses propres citoyens. Maintenant que l'ennemi est clairement identifié, nous pouvons l'affronter. Le gouvernement est censé représenter le peuple, mais ce n'est pas le cas actuellement. Nous sommes tenus en joue par des organismes comme l'ATF, le FBI et la CIA. CIA, and so forth. Where were you in the building and where was the explosion? Oh my God! Identité chrétienne possède une branche terroriste connue sous le nom de clergé de Pignas. Dans la Bible, le grand prêtre Pignas est loué pour avoir tué un couple unissant un homme et une femme issus de deux tribus rivales, un couple mixte. Dieu aurait promis une longue existence au clergé de Pignas. Ces dernières années, certains criminels ont signé leurs actes du symbole de Pignas, vraisemblablement à l'attention du FBI. L'un d'eux est Eric Rudolph, l'un des 10 hommes les plus recherchés des États-Unis. Élevé dans un milieu proche d'identité chrétienne, il aurait posé des bombes dans un bar gay, une clinique d'avortement et sur le site des Jeux Olympiques d'Atlanta. Le clergé de Pignas est un groupuscule clandestin. C'est une organisation armée composée de chrétiens fondamentalistes. Son activité se rapproche de celle des nations aryennes. En 1998, à Spokane, dans l'État de Washington, nous avons arrêté des braqueurs de banques qui se présentaient comme des membres actifs du clergé de Pignas. Pour tout vous dire, c'était la première fois que nous entendions parler d'eux. En ce qui me concerne, je pense toujours qu'il s'agit d'un groupuscule très minoritaire. Cela dit, son action est très radicale. Les organisations comme le Ku Klux Klan, Fraternité aryenne, Nation aryenne, Résistance aryenne et Identité chrétienne sont très dangereuses.
Leurs membres sont capables de tuer leurs ennemis de sang-froid, parce que leurs croyances religieuses et leur doctrine politique justifient la violence. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les années 80 avec Nation Aryenne. Ils ont tiré sur des chars de l'armée et tué des gens. L'attentat d'Oklahoma City montre bien de quoi ces fanatiques sont capables. L'attentat contre le building d'Oklahoma City en 1995 a fait 168 morts. C'est l'acte de terrorisme intérieur le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Timothy McVeigh, le poseur de bombes, a été arrêté et condamné à mort. Il était proche de certaines milices d'extrême droite. Il avait également des contacts avec l'église locale d'identité chrétienne. Il a placé sa bombe dans un bâtiment public administratif le jour anniversaire de la tragédie de Waco. L'opinion publique a compris que le terrorisme n'était pas forcément le fait d'organisations étrangères. En l'occurrence, le responsable était un Américain de souche. Il était blond aux yeux bleus et il avait le crâne rasé. Il n'avait pas d'accent et voyageait avec un passeport américain. Timothy McVeigh aurait été influencé par la lecture du journal de Turner. On pense qu'il était obsédé par l'un des chapitres qui relate justement un attentat contre un bâtiment du FBI. L'action du livre de William Pierce se déroule à la fin du XXe siècle. Son auteur y exprime le fantasme d'une guerre raciale au cours de laquelle les suprémacistes blancs entreprennent un véritable nettoyage ethnique du territoire américain. C'est également ce récit qui aurait inspiré John Bilking, l'un des assassins de James Byrd. Êtes-vous surpris que votre livre soit cité lorsque des actes de violence racistes sont commis? Non, absolument pas. Mais je suis certain que ces actes auraient été commis de toute façon. Les individus qui s'engagent dans des actions violentes pour des motifs idéologiques sont des gens plus cultivés que la moyenne. D'ailleurs, c'était probablement le cas à Oklahoma City. Ces individus qui frappent l'État fédéral connaissent certains ouvrages de littérature clandestine. Par conséquent, cela ne m'étonne pas qu'ils aient lu le journal de Turner. Reconnaissez-vous que votre livre exerce une influence directe ou indirecte sur certains de ses lecteurs? J'espère bien qu'il a une influence. Je l'ai écrit dans cette intention, pour créer une prise de conscience. Cela dit, je ne crois pas qu'il ait inspiré beaucoup d'actes violents. Est-ce que vous diriez que votre livre est un cri de guerre, un appel aux armes? Dans un sens, oui. Je veux dire, ce n'est pas un appel aux armes au sens « prenez vos fusils et tirez dans le tas ». Non, c'est plutôt un appel au réarmement moral. C'est un appel à la clairvoyance, à la responsabilité. Le message serait plutôt « agissez, reprenez votre société en main ». Dans ce sens-là, oui, c'est sans aucun doute un appel aux armes. Depuis le terrible attentat d'Oklahoma City, les actes de terrorisme intérieur se sont multipliés aux États-Unis. Le nombre de militants du mouvement suprémaciste a augmenté de 20% entre 1997 et 1998. Les crimes de haine, comme on les appelle désormais, sont de plus en plus fréquents. De leur côté, les adversaires les plus radicaux des suprémacistes se disent prêts à se battre. Le livre de la Révélation annonce l'avènement d'une guerre sainte. Pour les membres d'identité chrétienne, Armageddon ne peut être qu'une guerre raciale, opposant au tournant du millénaire les chrétiens blancs aux ennemis de Dieu. Dans leur esprit, il n'y a pas de place pour le doute. Ils sont les soldats de Dieu. Et le Christ va revenir sur terre au commencement du nouveau millénaire. Avec ce qu'ils ont en tête, ils se persuadent eux-mêmes qu'ils voient partout des signes du retour du Christ. Ils sont terrifiants. Je les connais bien. Je me suis assis à la même table qu'eux
J'ai parlé avec eux, j'ai vu comment ils fabriquaient leurs bombes, je connais leur façon de penser. Je crois qu'avec les moyens dont ils disposent et le fondamentalisme religieux qui les anime, ils sont capables de renverser le gouvernement. Dans un sens, le gouvernement est son propre ennemi. Il pense qu'il peut écraser notre mouvement, asservir notre race, trahir la nation sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il se trompe. Je veux que les gens sachent qu'il y a des juifs qui savent se défendre, que ce soit avec un Colt 45, un fusil d'assaut ou avec leurs poings. Nous ne gagnerons pas cette guerre avec les armes, mais avec le courage, la foi et le sens du devoir. J'ai toujours été prêt à mourir. Et je suis prêt à tuer. Je l'ai toujours été. Je suis prêt à tuer tous ceux qui veulent ma peau. Et cela inclut les Noirs qui, manipulés par les Blancs et l'establishment, auront tenté de m'éliminer. Eux aussi, je suis prêt à les tuer. Nous nous sommes endormis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous nous croyons en sécurité. Tout cela parce que nous avons été épargnés par les bombes et que nous avons détruit l'Allemagne. Nous pensons que Dieu protège notre pays. Alors nous nous réunissons dans nos églises, nous allons à nos dîners en ville, nous vaquons à nos petites affaires où nous nous distrayons. En réalité, nous dormons profondément. Mais l'heure du réveil approche.